Décalé, décalé. Bienvenue sur Décalé, où on recueille les témoignages de personnes inspirantes, dont les vies peu ordinaires les font vivre hors du cadre, légèrement décalées. Que signifie vraiment trouver sa voie? À 56 ans, Zaza, malgache installée à La Réunion, nous partage son parcours professionnel aussi riche qu'atypique. Titulaire d'un master en sciences économiques, il débute une carrière en ressources humaines et dans le domaine commercial avant de multiplier les changements de cap. Finalement, il choisit un métier au grand air, porteur de sens, ouvrier agricole. Mais c'est un rendez-vous administratif inattendu qui l'amène à vivre une expérience hors norme. Une journée en tant que coupeur de canne à sucre, un métier rare et éprouvant. Dans cet épisode, il raconte avec sincérité son itinéraire, cette journée singulière et sa réflexion sur le travail, le sens et l'épanouissement personnel. Bonjour Zaza. Bonjour. Bienvenue dans mon podcast Décalé. Je suis ravie de t'accueillir comme premier invité. Donc tu as 56 ans, Oui, tu es né et tu as grandi à Madagascar c'est bien ça. Oui, et ça fait 12 ans que tu habites à La Réunion. oui, exactement. Tu as fait quoi comme études? Donc j'ai fait mes études ici à La Réunion, donc jusqu'au niveau DESS. Mon DESS n'a pas été validé, mais j'ai mon diplôme de maîtrise de sciences économiques que j'avais eu, si je ne me trompe pas, en 1992. Oui. J'ai fait donc la totalité de mes études à La Réunion, sauf une année d'échange, une année de maîtrise, c'est faite en échange Erasmus à l'université de Sussex en Angleterre. Après tes études, tu es retourné à Madagascar? Juste après mes études, je suis retourné à Madagascar. Donc, je me suis réinstallé à Madagascar que j'avais quitté après le baccalauréat. Et j'ai d'abord travaillé pour un groupe qui s'appelle Cipromad. Donc, c'est un gros groupe industriel qui aujourd'hui s'appelle différemment. Donc, j'étais à un poste commercial. Donc j'étais chef d'un département commercial. Il s'agissait de vendre de la quincaillerie, de la peinture principalement, des tôles, des fers, etc. Et donc c'était vraiment ma découverte du milieu professionnel à Madagascar. Après ce travail à Madagascar, je suis revenu un moment à La Réunion. Mhm. Donc j'ai travaillé comme formateur. Donc c'était pour des élèves en contrat qualification. Donc j'enseignais les sciences économiques, un peu de gestion, un peu de gestion commerciale. Donc il s'agissait d'élèves en contrat qualification au niveau BTS. En général, c'était dans la section action commerciale à l'époque. Oui. Le premier travail, ça s'était passé comment à Madagascar? Est-ce que tu avais apprécié ou... J'avais beaucoup apprécié le travail, mais surtout au départ, parce que l'équipe commerciale m'avait très bien accepté. Je pense qu'ils avaient vraiment besoin d'un coordonnateur pour leur action et ça se passait très bien. Euh, J'avais un supérieur hiérarchique qui était un directeur administratif et financier qui m'apprenait vraiment les ficelles du métier, qui était très technique. C'était un ancien banquier. Mhm. Donc je découvrais pas seulement l'aspect commercial, mais tout l'aspect gestion qu'il y avait autour, l'aspect financier qu'il y avait autour. Et ce supérieur hiérarchique avait été muté sur un autre poste et je ne m'entendais pas avec celui qui a suivi. Mhm.
mais vraiment pas du tout. C'était pas du tout la même façon de voir les choses. C'était quelqu'un qui était axé uniquement déjà sur le côté commercial, mais les choses n'étaient pas toujours claires sous sa coupe et ça m'avait un peu désorienté, disons, dans ma perspective de ce qu'allait devenir ce travail-là. Mmh. Et à un moment, j'ai décidé d'arrêter. D'accord. J'ai dé- Donc après, tu as enchaîné avec ce travail de formateur à La Réunion et comment ça s'est Voilà. passé, Donc là, ça s'est très bien passé. C'était la reprise en fait d'une activité. J'avais fait ça avec un ami de longue date. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une période charnière politique où ils ont mis fin au contrat qualification. Mmh. Donc on a eu juste les derniers contrats qui se faisaient et après ça allait s'arrêter. Mmh. Beaucoup plus tard, les contrats de qualification ont repris, mais nous, comme on était vraiment axé sur un public en contrat de qualification, ben on a arrêté parce Mmh. que à ce moment-là, la politique avait changé. Mais c'était quelque chose de très gratifiant d'enseigner à des jeunes, en fait. Bon, c'était un public relativement jeune. J'étais aussi relativement jeune à l'époque. Oui. Et on a aidé plusieurs personnes. Je donnais aussi dans le cadre du centre de formation, je donnais aussi des cours particuliers pour les préparations du baccalauréat en sciences économiques. Mmh. Et j'avais aidé plusieurs personnes à réussir leur bac. C'était vraiment Mmh. gratifiant, oui. Mais donc, toute bonne chose a une fin. Et donc, ça s'est arrêté assez vite. Et après cette expérience-là, je suis parti au Canada. D'accord. Oui. Donc, c'était autour des années 96-97. Donc, je me suis rendu au Canada et j'y suis resté un peu plus d'un an. Mmh. Et donc, là-bas, j'ai été commercial. Donc, j'ai commencé par le télémarketing qui était une grande mode à l'époque. Mmh. Donc je répondais à des annonces d'offres d'emploi et il y avait beaucoup ces annonces pour le télémarketing. Alors c'était pas vraiment une réussite pour moi parce que je n'avais pas l'accent. En Mmh. fait, on trouvait que j'avais un accent, mais qui n'était pas l'accent québécois. D'accord. Et que c'était compliqué. Ils avaient une façon de faire qui était assez carrée. Il y avait des formules toutes faites à devoir absolument prononcer, Mmh. et surtout cette histoire d'accent. Et en fait, je trouvais que c'était pas assez rentable pour moi parce que là-bas, en général, le travail il est payé en fonction des résultats. Oui. D'accord. Donc, je n'avais pas forcément des bons résultats Mmh. et en fait, ça m'avait axé sur un autre emploi commercial. Parce que je me disais, tiens, si je vendais de l'artisanat malgache de la même façon, j'aurais Mmh. plus de succès. Et parce que je faisais aussi du colportage, ils appellent ça là-bas, le démarchage en porte-à-porte. Ouais. Et donc, il y avait ces articles d'artisanat malgache, enfin, qui étaient sous mon nez. Et je me suis dit, tiens, si je vendais ça marcherait mieux. Mmh. Et effectivement, oui. Effectivement, donc c'est ce que j'ai fait pendant tout le temps de mon séjour au Canada. Et je vendais du papier traditionnel fait main de Madagascar, Mmh. qu'on appelle le papier en témour, qui est une marque déposée. Mmh. Et quelques articles en raffia, mais principalement des articles en papier en témour. Donc il y avait des grandes feuilles de papier, il y avait du parchemin, il y Mmh. avait des enveloppes, des cartes postales, des cartes. Oui.
Et c'est un emploi qui me plaisait, même si en hiver, j'avais beaucoup de mal à fonctionner normalement au Canada. Mmh. Mais bon, les Canadiens ont l'habitude, hein, ils ont tout un Mmh. équipement, ils mettent 5 minutes pour s'habiller, 2 minutes pour se déshabiller. Moi, je Mmh. mets 20 minutes pour m'habiller. Oui, donc c'était assez difficile, mais c'était une bonne expérience. Mmh. Ensuite, je suis revenu à Madagascar. Et qu'est-ce qui t'a fait revenir, à Madagascar? En fait, je suis parti au Canada pour suivre mon ex-femme D'accord. qui finissait ses études. Mmh. Et quand elle a fini ses études, enfin, on avait le projet vraiment de revenir Mmh. à Madagascar et D'accord. de continuer notre Mmh. vie professionnelle, notre vie, etc. à Mmh. Madagascar. Et donc là, je suis rentré dans l'entreprise pour laquelle je vendais les papiers Oui, traditionnels, d'accord. oui, au Canada. Donc cette entreprise n'existe plus aujourd'hui. C'était une très belle entreprise qui s'appelle les Ateliers Denis Cléroux, qui vendait des sacs et des chapeaux en raffia de haute couture et des articles en papier traditionnel. Mmh. Oui. Et donc j'ai travaillé un peu plus de 7 ans pour cette entreprise, Mmh. à un poste de directeur administratif et financier, où ma mission principale c'était le RH. Mmh. Comme c'est une entreprise où tout était fait à la main, il y avait énormément de personnes. Donc en moyenne sur l'année, c'était 750 personnes, avec des pics allant jusqu'à 3000 personnes suivant les contrats qu'on obtenait. Ah, Oui, oui, ils c'était sont des vraiment une grands. grosse machine, Ouais, très ouais. très lourde. Et c'était un travail qui était passionnant, beaucoup de choses à réaliser, travailler vraiment pour un groupe avec un esprit très familial. Et ça s'est plutôt bien passé, mais à un moment, j'ai eu mes enfants, mes deux premiers garçons, et ce travail ne me laissait vraiment Mmh. aucun temps libre. Mmh. Euh, Là, je ne comptais pas les heures de travail par semaine, oui. Mmh. Et quand j'ai eu mes garçons, je me suis rendu compte qu'ils allaient grandir sans que je les connaisse. Mmh. Et donc j'ai décidé d'arrêter ce travail pour un travail un peu moins prenant au niveau du temps. Ouais. Et j'avais repris une petite boutique dans l'aéroport de Tananarive. Cette boutique appartenait à ma mère, elle n'existe plus aujourd'hui parce qu'il y a un nouvel aéroport, tout a été Mmh. changé. C'est une boutique qui s'appelle Zara Boutique, où on vendait principalement de l'artisanat de Mmh. Madagascar, oui, et des produits de Madagascar. Et donc oui, ça a duré 2 ans aussi. Changement de politique dans l'aéroport, changement de politique à Madagascar, les conditions étaient différentes. Et donc les charges étaient devenues beaucoup trop lourdes. Ouais. Et j'ai préféré fermer cette affaire, oui. Mmh. C'était un peu difficile parce que c'était quand même une entreprise que ma mère avait créée. Mmh. Mais on a dû la fermer, oui, pour manque de rentabilité. Puis on Mmh. n'avait plus de toute façon les autorisations au niveau de l'aéroport, oui. Mmh. Donc après ce parcours chez Zara Boutique, j'ai eu une petite période de flottement, disons de chômage, et j'ai travaillé ensuite pour l'ambassade des États-Unis Mmh. en tant qu'assistant ressources humaines. Donc c'était mon domaine Mmh. de prédilection. Donc c'était un contrat à durée déterminée parce que la personne que je remplaçais était partie en mission en Irak. Mmh. Et donc c'était un contrat à durée déterminée que j'ai assuré jusqu'au bout. Mmh. La personne avait prolongé un peu son, comment dire, sa mission, donc j'ai eu un peu plus de temps. Ah Mmh. oui, j'ai oublié, avant ça, j'ai été instituteur à l'école française primaire d'Ampéfilou, c'est EPFA, ils appelaient ça là-bas, il y avait EPF A, B et C. Mmh. Oui, Ça correspond à donc c'était, quel âge d'enfant? donc j'avais fait 2 classes,
il y avait les tout petits en CP, Mhm. et oui, c'était du CP. Et j'avais les CM2, donc Mhm. le bout de l'école primaire. Mhm. Et ça m'a beaucoup plu. Et là, c'était dans le cadre de remplacement, et j'avais une période assez longue parce que la personne que je remplaçais était partie en congé de maternité. Mhm. Oui. Donc c'était aussi une belle expérience, travailler avec les enfants. Les enfants m'aimaient bien, donc j'essayais de leur rendre au mieux. Mhm. Non, c'était vraiment chouette. Et c'est juste après ces postes de remplaçant en tant qu'instituteur que je suis allé à l'ambassade des États-Unis. Mhm. Et après l'ambassade? Donc après l'ambassade des États-Unis, ma situation familiale avait beaucoup changé entre-temps. Euh, Mon ex-femme, la maman de mes deux garçons, mes deux premiers garçons, donc, était, avait décidé de repartir pour le Canada. Mhm. Et ça semblait très difficile d'accès par rapport à Madagascar, par rapport à ce qu'on gagne à Mhm. Madagascar. Et donc avec ma femme actuelle, on a décidé de partir pour la métropole au début. Mhm. Au début, on n'avait pas pensé du tout à la Réunion, mais vraiment de se rapprocher du Canada parce qu'on pensait même immigrer au Canada, oui, Mhm. pour me rapprocher, moi en tout cas, de mes deux garçons. Et donc on est resté en métropole où j'avais trouvé du travail. Mhm. Donc j'ai travaillé comme agent d'exploitation sur le port de commerce de Toulon. Mhm. Dans la semaine qui a suivi mon arrivée, en fait, je prenais ce travail. D'accord, t'as Oui, beaucoup de chance à ce coup-là. oui, oui. C'était assez rapide. Ouais. Mais du coup, ça s'éloignait Et beaucoup de ta formation initiale de... oui, ça s'éloignait. L'idée, c'était de partir, donc pouvoir s'installer quelque part plus près pour Mhm. ne pas briser le lien familial. Mhm. Et donc, je me suis retrouvé comme agent d'exploitation sur le port de Toulon. Ça veut tout dire et ça veut rien dire à la fois. Mhm. Mais en fait, c'est un immense port de commerce où il y a les bateaux, les ferry-boats qui quittent la France Mhm. métropolitaine pour la Corse. Mhm. Enfin, qui font l'aller-retour entre la Corse et Toulon. Et c'est aussi un port de plaisance. Mhm. Donc, avec des bateaux de plaisance, des canots, et un port de pêche aussi. Mhm. Et donc on était sur plusieurs postes sur ce port. Moi j'étais principalement sur le parking Mhm. du port, donc avec des entrées directement reliées à la ville, parce que le port était direct en pleine ville. Mhm. Il n'y avait donc pas seulement les gens qui venaient pour le port, il y avait aussi les gens qui allaient faire leurs courses en ville. Mhm. C'était un travail avec des horaires très décalés, horaires de nuit, horaires de jour, euh, un travail payé au SMIC, mais qui me permettait quand même de rapporter beaucoup plus que le SMIC à la fin du mois, puisqu'il y avait les horaires payés en plus en fonction de l'heure, si c'était les heures de nuit n'étaient pas payées Mhm. comme les heures de Mhm. jour, les heures de week-end, les heures du Mhm. dimanche. Oui. Et le travail en lui-même, ça te convenait? Plus ou moins. Disons qu'il y avait un aspect qui me convenait, c'était que ce travail me laissait aussi du temps dans la journée pour la Mhm. famille. Euh, il y avait un aspect aussi saisonnier, parce qu'en Mhm. hiver, par exemple, ce travail m'était très pénible. Mhm. Il y a presque personne en hiver sur le port. Mhm. Ben, les gens vont moins en vacances en Corse en hiver. Les gens vont moins sur leurs bateaux de plaisance en Mhm. hiver. Les marins sortent moins. Et on s'ennuyait beaucoup, surtout le soir. Mhm. Oui. Et je crois que j'ai même développé une addiction à certaines émissions de télé parce que j'avais un écran de télé Mhm. dans le petit conteneur dans lequel je Mhm. me retrouvais sur le parking. Et j'avais pas grand choix devant la télé. Mais comme j'étais systématiquement dessus,
il y a des émissions de télé-réalité Ah oui. que j'ai suivies encore longtemps après ce travail parce que c'est-à-dire, j'ai développé même au Mmh. début une espèce d'addiction sur ce poste. Mais après, l'été, c'était très, très actif, très dynamique. Beaucoup de touristes, beaucoup de bateaux, la saison de rugby qui bat son plein et Mmh. le parking, il est juste en face Mmh. du stade Mayol, le stade de la grosse équipe Mmh. de Toulon, le RCT. Donc beaucoup d'animations, des gens qui sortent au restaurant jusqu'à très tard le soir, Mmh. etc. Donc là, c'était beaucoup plus plaisant et avec vraiment des moments où on se sentait fatigué, beaucoup de travail, mais Mmh. ça me plaisait. Par contre, j'ai dû quand même arrêter ce travail parce Ouais. que j'ai eu une opération du genou entre-temps, Mmh. un genou qui avait été blessé de longue date, mais qui m'avait pas vraiment dérangé. Mais comme il se bloquait régulièrement, à un moment, j'ai décidé que j'acceptais l'opération Mmh. qu'on m'avait proposée. Et comme c'était un travail où on marchait beaucoup, surtout quand on était sur le quai, j'ai dû arrêter ce travail. Oui. C'était un contrat à durée déterminée, donc Mmh. à la fin du contrat, j'ai décidé d'arrêter. Et donc ma compagne, qui est aujourd'hui ma femme, ne se plaisait pas à Toulon et on avait décidé de chercher ailleurs. L'option du Canada avait été annulée parce que ça coûtait beaucoup trop Mmh. cher, d'une part, et parce que déjà le froid en métropole à Toulon, dans le sud de la Mmh. France, nous pénalisait beaucoup. Mmh. Donc on s'imaginait pas au Canada avec un froid beaucoup plus intense. Mmh. Donc on s'est dit, tiens, la Réunion, ce serait un bon compromis. Mmh. On pourrait avoir un salaire qui me permette à moi de me rendre au Mmh. Canada plus régulièrement. Et donc on a décidé, on s'est dit, tiens, moi je me suis bien plu à la Réunion. Donc ma femme a des origines réunionnaises, elle est réunionnaise par sa mère. Mmh. On s'est dit, tiens, on va tenter le coup à la Réunion. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à la Réunion en 2012. D'accord. Donc au début, je me suis plutôt concentré sur comment récupérer mon genou. Mmh. Donc trouver un emploi dans l'immédiat, c'était pas vraiment ma priorité. C'était plus comment rééduquer mon genou de façon à refonctionner très rapidement. Et j'avais mis un peu la recherche d'emploi en second plan. Mais comme c'était un peu en second plan, je me suis dit, tiens, je veux pas forcément refaire la même chose. Oui. Euh, le travail à Toulon, qui était un travail en plein air, Mmh. où c'était vraiment un travail différent, et même si ça ne payait pas autant que les RH ou Mmh. un travail administratif, ça me plaisait quand même. Mmh. Donc quand on est revenu à La Réunion, je me suis dit, tiens, je vais quand même essayer de me construire un projet sur autre chose. Donc je me suis orienté sur quelque chose qui devrait me plaire plus. Mmh. Et aussi, je me suis dit qu'il fallait quand même préparer un retour à Madagascar. Je me suis dit, bon, si je reviens à Madagascar, je ne veux plus être dépendant d'un employeur. Mmh. Je veux être plus autonome, Mmh. avoir mon propre métier. Et je crois qu'avec cette longue période de travail administratif et commercial, je me suis dit, tiens, je suis plutôt intéressé par un travail manuel. Qu'est-ce que ça a changé pour toi d'avoir Et un métier plus manuel que... l'idée, c'était d'être autonome, d'être son propre Mmh. patron, pas de dépendre Ouais. d'une structure. Oui. Et en RH, je n'avais pas forcément les moyens de monter une usine avec plus de Mmh. 200 personnes, etc. Mmh. Donc, Mmh. j'ai vraiment pris cette option et
je pense que le travail manuel, c'est quelque chose qui a aussi manqué dans ma formation, Mhm. donc qui m'a manqué personnellement. Mhm. Et je me suis dit, tiens, je vais m'orienter sur quelque chose de plus... Et comment tu t'orientes vers ça à La Réunion? Donc au début, j'ai essayé de deviner quel serait le métier qui me plairait. Mhm. Et ensuite, j'ai consulté les sites internet. Donc il y a des sites internet qui t'orientent sur vraiment toutes les formations disponibles à La Réunion. Et je me suis adressé à mon conseiller Pôle emploi à l'époque, ça n'était Mhm. pas encore France Travail. Donc à un moment, j'ai trouvé, j'ai d'abord choisi boulanger. Mhm. Mais ça ne passait pas au niveau de mon dossier Pôle emploi parce que j'avais un niveau de bac+5 et on trouvait que je prenais la place de quelqu'un qui n'a pas ce niveau. Mhm. Et je n'ai pas réussi à convaincre en tout cas Pôle emploi à l'époque pour cette formation et ça me frustrait parce que les formations commençaient et il y avait des places de libre mais ils ne me prenaient pas. Mhm. Oui. Et j'essaie d'expliquer, parce que je m'étais mis à la recherche de travail, j'essaie d'expliquer que je ne trouvais pas dans mon domaine Mhm. et que comme je souhaite faire une reconversion Mhm. professionnelle, je souhaitais vraiment, j'étais motivé par la formation, Mhm. mais euh, il me semble que même le psychologue, parce qu'on passe devant un psychologue des centres de formation, n'arrivait pas à expliquer ma motivation en fait. Mhm. Oui, oui. Donc je n'ai jamais pu obtenir cette formation en boulangerie. Et par défaut, j'ai obtenu une formation en mécanique, moto et vélo. Ok. Oui, il a quand même fallu que je passe par d'autres formations pour prouver que j'avais un bon niveau Mhm. et que ce n'était pas une question de remise à niveau, Mhm. mais vraiment un souhait de reconversion professionnelle. Et donc j'ai pu faire cette formation de 9 mois en une formation qui est diplômante, hein, puisque j'ai un titre de mécanicien. Ça s'appelle MRCM, mécanicien réparateur motocycle et cycle. Mhm. Ou cycle et motocycle. Oui. Toi, tu avais fait de la moto plus jeune, c'est ça? Oui, c'était vraiment une activité de prédilection aussi. Mhm. Oui, j'ai fait 10 ans de compétition en motocross. Mhm. Et je crois être le premier malgache à m'être déplacé de Madagascar pour venir faire des courses à La Réunion. Ah oui, quand même. Oui. À l'époque, il y avait le Supercross des Litchis Mhm. à Saint-Denis. J'en Mhm. avais entendu parler. Et j'ai demandé à un oncle qui est installé ici à La Réunion de m'orienter sur cette course. Il m'a présenté le président du motoclub du Sud de l'époque, qui est monsieur Daniel Métro, Mhm. qui est jusqu'à aujourd'hui un grand fanatique de moto. Mhm. Et donc c'est lui qui s'est débrouillé pour que je puisse venir. Mhm. Et j'ai pu faire, j'ai participé 2 fois au Supercross des Litchis. J'ai pu faire l'endurance de la plaine des Cafres et j'ai couru la moitié d'une saison de motocross à La Réunion. Et oui, donc c'est là-dessus que mon dossier a été en fait accepté par Pôle Mhm. emploi parce que je connaissais du monde dans le milieu de la moto. Mhm. Et j'avais défendu que c'était beaucoup plus simple pour moi de trouver du travail dans Oui. un milieu que je connaissais Mhm. plutôt que sur un marché où je ne connais pas grand monde. Mhm. Oui. Donc ils ont accepté, c'est comme ça que j'ai pu faire cette formation qui m'a beaucoup plu. J'ai passé mon examen donc devant un jury et un des membres du jury m'a embauché. Mhm. Malheureusement, il m'a pas embauché pour la mécanique. Ce qui lui avait plu, c'était mon parcours précédent. D'accord. Donc il m'a embauché pour faire de la gestion commerciale et de la comptabilité, Mhm. tout en sachant que je connaissais les vélos et les différentes pièces qu'il y a sur un vélo, Mhm. puisque je venais de faire ma formation en mécanique. Mhm. Et donc c'est un poste où je suis resté un peu plus d'1 an, Mhm. que j'ai aussi quitté
parce qu'on m'avait fait beaucoup de promesses sur ce poste, en tout cas au niveau du salaire, Mhm. de la rémunération, et ça n'a jamais suivi. Et à un moment, comme ça ne suivait pas au niveau salaire, c'est comme si je n'avais aucune reconnaissance Mhm. pour le travail que je fournissais. Tu avais aussi beaucoup de responsabilités, c'est ça? Oui, et je trouvais que le salaire ne suivait pas en fait le niveau de responsabilité. Mhm. Parce que j'ouvrais le magasin le matin et j'étais le dernier à partir le soir. Et après le travail, il fallait encore que je dépose l'argent en espèces ou en chèque à la banque. C'est-à-dire, tout ce travail un peu supplémentaire n'était pas rémunéré. Mhm. Et oui, c'est ça. Par rapport au niveau de responsabilité, c'était vraiment pas payé. Je veux dire, il n'y avait vraiment pas de reconnaissance Mhm. de ce niveau. Et donc, à un moment, j'ai décidé de démissionner. Mhm. Démissionner, c'est pas aussi facile que ça, parce que les lois ne sont pas en faveur des démissionnaires. Mhm. Sans suivre les raisons ou les motifs, déjà on a 4 mois de carence au niveau de l'allocation chômage. C'est-à-dire que si on démissionne, pendant 4 mois, on ne touche Mhm. absolument rien. Oui. Et un peu comme si on avait commis une faute en Mhm. démissionnant. Mhm. Oui. Que c'était injustifié de démissionner. Alors que dans mon cas, je considère que c'était un impératif. Mhm. Oui. À partir du moment où les conditions de travail ne sont pas respectées Mhm. par l'employeur, enfin dans mon cas, c'était les promesses de Mhm. rémunération et le fait d'aligner ma rémunération sur un standard. Hein, oui. Mhm. Donc c'était pas récompensé, j'ai préféré démissionner, oui. Mhm. Et donc j'ai dû subir les 4 mois de carence. J'avais prévenu la famille que ce serait une période un peu difficile. Mhm. Et donc j'ai préféré arrêter ce travail et chercher autre chose. En fait, revenir sur la mécanique. Au début, là, l'idée, c'était vraiment de revenir sur la mécanique. J'avais beaucoup de projets en tête sur Madagascar. Oui. L'idée, en fait, c'était de racheter des épaves de moto à La Réunion, les ramener en pièces détachées à Madagascar et en faire des motos et vendre des Mhm. motos sur le marché malgache. Donc c'était mon idée de départ et j'étais vraiment accroché à cette idée. Donc j'ai repris contact avec mes connaissances dans la moto Mhm. et j'ai pu faire 1 an de mécanique Mhm. dans des travaux pas déclarés, Mhm. mais du travail quand même. Mhm. Où pour moi l'important c'était plus d'apprendre le métier, Mhm. d'être à l'aise, d'être autonome, oui. Mhm. Ne pas dépendre d'une personne un peu plus Mhm. expérimentée. Mais là, vraiment, bon, j'avais acquis une bonne autonomie, j'ai eu la chance, bon, c'était des gens que je connaissais bien depuis longtemps, qui m'ont bien accueilli, qui m'ont vraiment bien aidé là-dedans. Mais comme c'était pas un travail déclaré et qu'on avait décidé de prolonger le séjour à La Réunion, Mhm. je me suis dit qu'il fallait quand même que je trouve quelque chose. Donc j'ai essayé, oui, je me suis pas fait embaucher nulle part. Mhm. Et ça aussi, ça m'a beaucoup frustré parce Mhm. il y avait des postes de libre en mécanique moto, Mhm. mais ils n'étaient pas pour moi. Et comment Alors, tu expliques et je ça? pense pas que c'était forcément mon âge. J'explique ça par le fait que il y avait deux aspects. C'est un milieu assez fermé Mhm. avec des familles qui se passent en fait le travail dans la famille. Mhm. Ça, c'était un aspect. Et comme je suis pas réunionnais, donc Mhm. j'ai pas de famille dans ce domaine. Et il y avait l'aspect où on favorisait l'emploi des gens qui viennent de métropole. Parce que j'ai postulé par exemple chez un concessionnaire ici, Ouais. et ce concessionnaire avait bien précisé débutant accepté.
Oui. parce que la marque de moto concernée forme ses propres mécaniciens. Mhm. Donc l'idée, c'est d'embaucher une personne qui a du potentiel Mhm. et de la former à leur standard. Mhm. Et comme c'est une marque de moto qui existe partout dans le monde, quand on a ce standard, cette référence, on peut aller partout Mhm. dans le monde. Eh bien, j'ai quand même été appelé pour l'interview. L'interview s'est bien passée, mais on m'a pas rappelé derrière. Mhm. Entre-temps, j'apprends qu'ils ont fait venir une personne de métropole, un jeune de métropole, Mhm. débutant, Mhm. pour faire le travail. Ça n'a pas fait l'affaire. Donc 2 mois après, Mhm. la même annonce est repassée et j'ai répondu 3 fois à cette annonce. En Mhm. fait, et à chaque fois, ils ont fait venir des gens de métropole, Mhm. sachant que moi, j'avais fait la formation avec une dizaine de personnes et qu'il y en avait qui recherchaient du travail Ah, derrière. aussi, Oui, oui. c'est surprenant quand même. Oui, oui, ça, c'est surprenant, mais c'est dans beaucoup de domaines. C'est triste, hein, mais la Réunion, c'est aussi ça. Oui. Parce qu'ensuite, j'ai passé un concours Oui. que j'ai réussi, donc le concours d'éducateur sportif territorial. Mhm. Donc j'ai réussi le concours, je suis passé devant le jury dans une période un peu compliquée parce qu'il y a eu le Covid qui s'était mis Mhm. entre-temps. Donc passé le confinement, on est repassé devant le jury, donc j'ai été accepté. Au début, il y avait 20 postes de prévus, après le Covid, ça s'est réduit à 12, et après la réduction à 12 postes, j'ai quand même été retenu. Sauf que je n'ai jamais trouvé de... Enfin, trouvé si, il y a des postes, il y en a toutes les semaines Oui. sur les sites de l'éducation Mhm. territoriale, enfin de l'emploi territorial. Alors, systématiquement, comme ce sont des administrations, ils te répondent. Pas comme le privé où on prend même Mhm. pas la peine de t'envoyer une réponse décente, où on ne te répond pas du tout. Là, ils te répondent systématiquement. Mais je n'ai jamais eu de poste, malgré que ce sont les personnes qui te font passer le concours et qui Mhm. te font passer devant le jury, ce sont ces mêmes personnes qui te recrutent derrière. Oui. Oui. Bah, à la limite, je me suis dit, mais pourquoi ils m'ont retenu? Mhm. Oui. C'est Oui. aberrant, oui. Oui, oui, oui. Et là aussi, enfin, pour revenir sur ce que je disais un peu avant, il y a eu plusieurs postes auxquels j'ai postulé où ils Mhm. ont fait venir des gens de métropole pour Mhm. occuper le poste. Et je n'étais pas le seul reçu, oui. Mhm. Je connais un maître nageur qui a été reçu à ce concours et qui lui est parti pour la métropole parce qu'il n'arrivait pas à être Mhm. titularisé ici. Donc il y a des postes ici, on fait venir des gens de métropole, Très souvent, que et ça les soit gens le d'ici, privé, on les envoie en métropole. oui, que ça soit le privé, que ça soit les administrations, Mhm. pour moi c'est souvent le cas. Mhm. Oui. Bon, et là, je pense pas que mon âge ait fait barrage, Mhm. puisque les personnes m'ont vu pendant le concours Mhm. et ils m'ont accepté. Mhm. C'est eux qui m'ont jugé Mhm. parmi les 12 à recruter, c'est eux qui m'ont jugé apte, Mhm. oui. Mais c'est, comme je dis, ce qui est bizarre, c'est que derrière, ça n'a pas suivi. Après, peut-être que Oui. ce sont pas eux les décisionnaires. Aussi, Mhm. oui. Mais eux représentent les décisionnaires quand ils Mhm. te font passer le Oui, concours. tout à fait. Oui. Parce que donc, il y avait des gens de conseils municipaux, ou Mhm. des gens du département, des gens de la Mhm. région dans le jury de ce concours. Mhm. Mais derrière, ça n'a pas forcément suivi. Et donc, comme ça ne suivait pas, qu'on peut pas rester sur le carreau éternellement, je suis retourné voir mon conseiller Pôle emploi devenu France Travail Mhm. entre-temps. Donc là, c'est en 2022. Mhm. Après la formation de 2017 en MRCM, en 2022, je reprends une formation, mais cette fois-ci en agriculture. Mhm. Donc toujours avec cette optique d'être plus autonome, de pouvoir exercer un travail sans
un patron, et dans la perspective que si je retourne à Madagascar un jour, qu'est-ce que je peux avoir comme emploi, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir de moi-même. Mhm. Et je me suis dit, bon, j'ai toujours su planter, j'ai toujours été dans mon jardin, Mhm. euh, et j'ai toujours aussi une admiration pour le savoir des apiculteurs, Ouais. le savoir-faire des apiculteurs. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas se lancer dans vraiment quelque chose que je recherche? Je recherchais ça depuis un long moment. Je ne le pensais pas forcément d'un point de vue professionnel, Mhm. mais ça faisait longtemps que je cherchais quelqu'un qui me forme à Mhm. l'apiculture. Et j'étais tombé sur Pierre Maréchal, donc un apiculteur à la retraite, qui est aussi un photographe des abeilles, Mhm. qui a écrit plusieurs livres. Et je discutais avec lui et lui m'a mis un peu l'eau à la bouche parce qu'il était vraiment passionné Mhm. par ce qui fut son métier. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas me lancer? Donc il m'avait donné quelques ficelles. J'avais compris que pour être apiculteur, il faut suivre une formation. Mhm. C'est pas un métier qui s'improvise, c'est un métier très technique, avec beaucoup de connaissances techniques et théoriques à avoir. Et donc j'ai postulé pour une formation en apiculture qui n'a pas été acceptée la première fois. Donc je n'avais pas le choix que de faire maraîchage bio et apiculture parce qu'il n'y avait pas de formation séparée. Donc il fallait accepter le paquet en fait. Mhm. Et la première fois, j'ai été recalé à l'interview. Mhm. Et je pense que là aussi, c'était mon niveau d'études qui faisait peur. Et j'avais l'impression de débarquer dans un monde d'agriculteurs où on disait, mais qu'est-ce qu'il va faire lui avec son savoir bureaucratique dans notre milieu? Mhm. Et donc la deuxième fois que je suis passé en interview, je suis repassé avec la même personne. Mhm. Et je lui ai demandé, est-ce que vous vous souvenez de moi? Mhm. Parce que j'étais là il y a 6 mois et vous m'avez pas, vous ne Mhm. m'avez pas accepté. Et donc peut-être que vous allez vous apercevoir que je suis motivé, c'est pour ça que je suis revenu. Mhm. Et donc la deuxième fois, c'est passé. Mhm. Oui. Donc j'ai suivi la formation jusqu'au bout. Donc j'ai obtenu l'attestation parce que c'était pas une formation diplômante, mais une attestation. Et donc j'ai ce métier en plus dans mes bagages de compétences. Donc je me suis inscrit au niveau de France Travail, donc sur une partie chargée du milieu agricole. Mhm. Donc c'est cette partie en fait agricole de France Travail qui m'a orienté vers cette journée où je vais commencer l'essai en tout cas de coupeur de canne en tant que coupeur de canne. Et donc, comment tu te retrouves à... Comment tu deviens un coupeur de canne? Alors je reçois une convocation de France Travail Mhm. sur leur site internet, donc sur mon compte, une convocation au niveau de la balance canne au rond-point des casernes À Saint-Pierre? à Saint-Pierre pour un forum sur l'emploi agricole. Mhm. Donc ça a été présenté comme ça, en disant munissez-vous de votre CV, euh, vous devez vous présenter de telle heure à telle heure Mhm. à ce forum de l'emploi. Vous allez rencontrer des employeurs et vous pourrez discuter directement et poser vos candidatures
sur le site. Donc, je me suis rendu à ce lieu à la date prévue. Donc, il y avait 2, 3 chapiteaux installés, quelques petites affiches. Mhm. J'arrive, c'était assez clair, donc l'accès était vraiment visible, on arrive. Et quand je vois les affiches, je comprends très vite qu'il s'agit vraiment de la canne, Mhm. donc de la canne à sucre. Donc, la canne à sucre, c'est quand même un domaine très vaste. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être trouver quelque chose qui correspond à mon CV. Et quand je m'adresse aux personnes qui sont là, les candidats, parce que chacun passe à tour de rôle, Mhm. donc devant des personnes qui sont, là on le pense en tout cas, des employeurs. Donc là, je m'aperçois très vite que je n'ai que des coupeurs de canne autour de moi. Mhm. Oui. Et dans les discussions qui se font, je comprends que on est là parce que on recherche des coupeurs de canne. Donc c'est au tout début de la campagne sucrière De cette année, en de cette année, 2024? en juillet 2024. Et donc j'attends mon tour. Quand mon tour vient, je discute avec la personne qui est là, et il me fait comprendre que ce forum, il est parce que les personnes qui sont là recherchent des coupeurs de canne. Mhm. Oui. Donc, de définir plus le secteur où la personne souhaite couper la canne, pas loin de chez lui, pour Mhm. éviter des déplacements trop longs, pour Mhm. pouvoir arriver très tôt le matin. Et il me dit, est-ce que vous êtes prêt à couper la canne? Donc moi, je m'attends pas du tout à cette mission, en tout cas Mhm. quand je viens là, avec mon attestation en maraîchage bio et apiculture. Et je réfléchis 2 fois et je dis pourquoi pas. Un Mhm. travail, c'est un travail. La Réunion, c'est la canne à sucre. C'est une longue histoire sucrière. Je suis à la Réunion. Qu'est-ce que ça peut me rapporter? Ça, je le sais pas encore. Mhm. Je dis bah pourquoi pas. Alors il me dit si vous êtes intéressé, vous me laissez votre CV. Je transmets ça à un planteur Mhm. et on vous appelle dans la semaine. Donc j'accepte, je donne mon CV. Et avec le sentiment que quand ils vont voir la maîtrise de sciences économiques, le poste de directeur administratif et financier, ils Mhm. vont me dire celui-là, il va nous casser les pieds. Donc j'ai pas grand espoir qu'on me Mhm. rappelle Mhm. derrière, mais je dépose quand même le CV et je rentre. 2 jours après, je reçois un appel et donc une personne pas loin de chez moi, dans le sud, à la ravine des Cabris, m'appelle en disant voilà, vous avez déposé votre CV, Mhm. nous, on a vraiment besoin de coupeurs de canne. Est-ce que vous pouvez venir? Et est-ce que vous-même connaissez d'autres personnes intéressées? Mhm. Donc moi, je lui dis, écoutez, moi, je veux bien venir, mais j'aimerais quand même connaître les conditions Mhm. de travail, les conditions de rémunération. Il dit, ah, moi, c'est simple. C'est 15 € la tonne. Et si vous vous renseignez autour de vous, vous verrez que c'est à peu près le même tarif partout. Mhm. Donc, vous coupez une tonne, je vous paye 15 €. Vous coupez 2 tonnes, je vous paye 30 €. Euh, et je dis, ok, est-ce que vous pensez qu'un débutant, il peut réaliser un minimum de 50 € la journée? Il me dit, ah non, ça, je peux pas vous le dire. Ça va vraiment dépendre de votre rythme. Je dis, mais moi, je recherche vraiment des personnes. Est-ce que vous êtes prêts à essayer? Et là, je suis prêt à essayer. Je me Mhm. dis, tiens, on va toujours voir. Est-ce que Mhm. ça peut rapporter quelque chose en termes d'argent à la maison? Est-ce que c'est rentable? Parce qu'à ce moment-là, je fais beaucoup de travaux journaliers en agriculture. Mhm. Les travaux journaliers sont payés de 50 à 60 € la journée. Oui.
Donc je me suis dit, tiens, je vais pouvoir comparer, qu'est-ce qui est plus rentable pour Mmh. moi, couper la canne ou continuer ces travaux journaliers en agriculture. Et des travaux journaliers, Donc, c'était des récoltes de fruits et légumes, c'est ça? oui, donc c'était très diversifié. J'ai fait beaucoup de récoltes et derrière la livraison, Mmh. euh, j'ai aussi désherbé, débroussaillé, préparé un terrain pour, pour ensuite être planté en Mmh. maraîchage. Mmh. Euh, j'ai débroussaillé des pieds de citron sur des hectares Mmh. au sabre, à main, Mmh. oui, sans débroussailleuse, sans tronçonneuse. Mmh. Oui, oui. Donc c'est aussi pour ça que je me disais, bon, le travail de la canne, ça ne sera pas beaucoup plus dur. Mmh. Ce qui n'était pas forcément une bonne réflexion. Mais donc oui, j'avais des récoltes de patates douces, des récoltes de Mmh. gingembre, vraiment très très Mmh. diversifiées. Et ça, c'est une activité où il y a de l'emploi, quand Mmh. même, il y a de l'emploi, oui. Euh, mais c'est vrai que c'est pas déclaré, Mmh. et je vois beaucoup de gens dans les champs qui font la même chose. Donc il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont seuls aussi, qui font Mmh. tout seuls, Mmh. parce que la main-d'œuvre est chère, Mmh. faut le dire, et la main-d'œuvre déclarée est vraiment chère. Et donc les gens sont obligés de faire tout seul, et beaucoup de gens choisissent d'acheter au marché de gros et de revendre au niveau des boutiques de fruits et légumes. Mmh. Ça leur rapporte plus que de récolter souvent leur propre récolte. OK. Oui, oui. Mmh. Donc il y a certaines personnes qui sont vraiment attachées à leur production, donc ils vont récolter et vendre même si ça leur coûte plus cher. Non, mais beaucoup choisissent de se fournir au marché de gros, quitte à Mmh. laisser dépérir ce qui est dans les champs. Mmh. Oui, oui. Je l'ai vu pour la tomate, je l'ai vu pour les citrons, Mmh. où il y a des tonnes et des tonnes de citrons qui vont rester sur le pied de citron, hein, qui vont Mmh. pourrir parce que ça coûte moins cher d'aller acheter du citron importé au marché de gros Mmh. et de le revendre ensuite dans les boutiques de fruits et légumes, Mmh. etc. Oui, Ils s'en font une meilleure marge. oui, ils font une meilleure marge et ils ont beaucoup moins de fatigue. Mmh. Oui, oui. Parce que, dire bon, le marché est comme ça et enfin, financièrement, je les comprends, mais c'est vrai que ça fait mal au cœur de voir toute Mmh. cette production quand on voit les gens qui sont dans le besoin Mmh. et toutes ces productions qui sont juste jetées, hein, Mmh. laissées pourrir. J'ai vu des parcelles de tomates entières laissées sur place parce que soit les tomates, par exemple, avaient mûri avant leur taille commercialisable Mmh. dans Mmh. les magasins de fruits et légumes. Mmh. Donc on avait des petites tomates qui étaient super bonnes, mais invendables sur ce marché-là. Donc à partir de ce moment-là, soit ils les laissent pourrir là et attendent une prochaine saison, soit ils arrachent tout Mmh. et ils plantent autre chose. Mmh. Et il y a vraiment beaucoup d'opportunisme aussi. Quand le prix de la tomate est élevé, tout le monde se met à planter de la tomate. Quand le Mmh. prix du poivron est élevé, tout le monde se met à planter du poivron. Mmh. Et des fois, il y a la récolte qui est prête d'un produit, mais le prix est pas bon. Ils préfèrent l'enlever pour remplacer par D'accord. autre Mmh. chose. Donc là, je parle bien de l'agriculture qu'on dit conventionnelle. Mmh. Mmh. Bah, c'est pas du tout les mêmes perspectives pour les maraîchers en bio. Mmh. Oui, en général, ils sont un peu plus près de leur métier, un peu Mmh. plus près de leur production. Mmh. Mais en tout cas, dans le conventionnel, ça se voit Mmh. beaucoup. Et donc, tu te dis, bon, tu as une expérience en tant qu'ouvrier agricole, tu vas pouvoir comparer avec la canne à sucre. Oui. Donc, je me dis, ben pourquoi pas. Mon grand-père a été planteur de canne à sucre, ça fait partie de l'histoire familiale.
c'est quelque chose qui est incontournable à La Réunion. Comment je vais raconter que j'ai passé plus de 10 ans à La Réunion et que j'ai jamais coupé la canne? Mhm. Je vais y aller, je vais essayer. Donc je me rends aux alentours de l'endroit. J'ai un peu du mal à me repérer parce qu'on m'avait donné comme repère une remorque orange et tout le monde a des remorques oranges. Donc j'ai dû rappeler la personne pour enfin trouver l'endroit. Donc je suis arrivé au lever du jour. À l'époque, c'était vers 6 heures du matin, pas avant. Et je remarque qu'il y en avait qui avaient déjà commencé leur travail Mhm. avec la lampe frontale. Mhm. Je me suis dit, ah tiens, ça n'a pas dû être très facile parce que j'avais déjà, par exemple, récolté des courgettes très tôt Mhm. le matin, sans que le soleil soit levé. Et on passait à côté de beaucoup de courgettes. Mhm. Il fallait revenir une fois que le soleil était levé. On voyait qu'on avait Mhm. laissé plein de légumes sur leurs pieds. Oui. Donc, je me disais quand même, je sais pas comment ils font, Mhm. commencer le travail comme ça dans le noir. Et donc là, la personne, le planteur me précise la technique. Mhm. Bien couper à ras en bas, ensuite couper la tête, utiliser le maximum de longueur de canne à sucre. Mhm. Donc je vois que ça, c'est assez précis, Mhm. contrairement au débroussaillage que je faisais même au sabre, où je pouvais travailler des deux bras, Mhm. parce que ça n'a pas besoin d'être aussi précis que ça. Et là, je vois que c'est quand même du travail de précision, et si on veut pas perdre de temps, utiliser ça à sa main la plus habile. Donc comme Mhm. je suis droitier, je pense que je n'aurai que la main droite Mhm. à utiliser. Donc, en commençant le travail, je me dis, bon, là, je vais me lancer. 15 euros la tonne, il faut que je puisse faire au moins 5 tonnes dans la Mhm. journée. Donc, je vais vraiment mettre le maximum de mon rythme et savoir combien est-ce que je peux réaliser Mhm. pour savoir si c'est rentable, Mhm. si je vais ramener assez d'argent à la maison. Et donc, je me lance. À 6 heures du matin, à ce moment-là, il fait encore un peu frais. Mhm. Quand je commence, je dirais que les conditions météo sont plutôt idéales. Mhm. Oui, c'est une journée bien, le soleil est bien dégagé, Mhm. pas de nuages, ce qui est plutôt plaisant à 6 heures du matin. Mhm. Mais le soleil, il va très vite se lever et je veux dire, je vais vite comprendre que ça va être vraiment quelque chose à gérer. Oui. Mais j'avais mes bouteilles d'eau avec moi, Mhm. j'étais bien équipé, Mhm. donc j'avais mis des bottes de travail. Oui. Pas des bottes montantes, pas des bottes de pluie montantes, des bottes de sécurité de travail, un bon pantalon de travail, une veste en coton assez épaisse, des gants, mon chapeau. Mhm. Ah, tu te protégeais de Euh, quoi? donc je me protégeais déjà du soleil parce Mhm. que je sais que rester longtemps sous le soleil comme ça, on se déshydrate plus vite et on se fait des coups de soleil et on Mhm. se brûle. Donc là, j'étais vraiment bien couvert pour ça. Euh, je me disais que c'était possible que dans les cannes, avec les cailloux, etc., il valait mieux des chaussures montantes Mhm. pour se protéger les chevilles. Euh, Là, le terrain était plat, Mhm. donc j'aurais pu tomber sur un terrain en dénivelé. Ben là, Mhm. c'était un terrain plutôt plat, pas trop de cailloux. Mais donc, je m'étais équipé en conséquence, hein. Mhm. Et Euh, les feuilles des cannes sont urticantes aussi? oui, ça, on m'avait prévenu que la canne, c'est très agressif. Déjà, Mhm. il y a du poil sur la canne. Oui. Sans les gants, c'est déjà assez agressif. Mhm. Euh, les feuilles sont assez coupantes. Mhm. Et donc, c'est pour ça que je m'étais vraiment protégé. Les gants, c'était à la fois
pour ne pas me faire d'ampoule sur le sabre, mais aussi parce qu'il faut tenir la canne Mhm. et pour éviter justement de me faire des échardes ou Mhm. que ces poils agressent les mains. Mhm. Et dans les champs, il y a aussi des fourmis, des rats. Oui, alors là, il y a ça aussi. Beaucoup de fourmis. Dans, Au cours de cette journée, là, je suis tombé sur des nids de fourmis, mais j'ai jamais vraiment eu d'accident, disons, où Mhm. toutes les fourmis te passent dans le pantalon Mhm. et remontent. Oui. Enfin, j'ai pu voir à temps les nids, mais c'est Mhm. vrai qu'il mieux vaut bien se protéger. Par contre, j'ai remarqué que la plupart des coupeurs qui étaient là avaient des bottes, mais pas Mhm. des chaussures montantes comme moi, mais Mhm. vraiment des bottes qui leur arrivaient jusqu'en bas des genoux. Mhm. Et j'ai aussi appris quelque chose, c'est que en guise de chaussettes, ils mettaient des sacs poubelles. D'accord. Donc ils prenaient des sacs poubelles noirs, Mhm. comme on en trouve en libre service là, et ils s'emmaillotaient le pied dedans, Mhm. ils fermaient bien le sac poubelle et enfilaient la botte. D'accord. Donc ça, c'était vraiment pour éviter de se faire passer dans le pantalon par les fourmis, Mhm. oui, se protéger au maximum. Donc je pense que ça fait partie de la tradition du métier Mhm. maintenant. Et beaucoup le faisaient. La majorité des coupeurs que je voyais sur le champ le faisaient. Et certains étaient même étonnés que je n'avais pas les bottes, en Mhm. disant, tu as de la chance, il va pas pleuvoir, Mhm. mais la prochaine fois, tu ferais mieux d'amener des bottes. Mhm. Oui. Donc, il y a tout de suite eu ce contact avec les autres coupeurs qui étaient autour. Et comment ça se Donc, passe, ce premier contact avec les autres coupeurs? quand tu arrives, en général, tout le monde te salue, tout le Mhm. monde se salue. Moi, je suis arrivé un peu en retard, donc ils étaient un peu étonnés de voir quelqu'un arriver au lever du jour. Beaucoup arrivent quand il fait encore noir. Mhm. Oui. L'idée, c'est d'arrêter au moment où le soleil est beaucoup trop haut, qu'il fait trop chaud. Donc, en général, je pense qu'on arrête plutôt entre 10h30 et 11h. Mhm. Moi, à l'heure où je commençais pour avoir une journée pleine, il fallait que j'aille jusqu'à 13h30, 14h. Mhm. Mais oui, les champs sont très animés, tu entends les gens Mhm. parler. Comme les gens sont d'assez grande distance, Mhm. donc les gens parlent fort et Mhm. on se salue assez fort, oui. Mhm. Donc j'ai tout de suite senti qu'il y avait une ambiance conviviale Mhm. sur ce travail. Oui, donc les gens m'ont salué, étonné, ah tiens, on t'a jamais vu, c'est la première fois, tu veux Mhm. essayer, tu sais que c'est dur. Si je vais essayer, donc là, sur place, le planteur me confirme que c'est bien 15 € la tonne, mais qu'il faut réaliser 10 tonnes avant qu'il puisse charger dans la remorque Mhm. et ensuite aller livrer ça à l'usine et se faire payer. Mhm. Donc à ce moment-là, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre pour faire 10 tonnes. Mhm. Donc je dis, bon, je suis là pour essayer, j'y vais, c'est parti. Donc je me suis lancé comme ça, essayer d'être précis dans le geste, parce qu'il faut aussi bien jeter la paille d'un côté et la canne de l'autre, pour Mhm. ne pas avoir tout dans le désordre. Mhm. Il y a quand même une précision au niveau de la coupe, mais il y a aussi une précision au niveau du rangement. Mhm. Oui. Donc, au débroussaillage, c'est pas aussi précis. Débroussaillage, en général, on sabre tout ce qui dépasse Mhm. et en général, en maraîchage, par exemple, on laisse la paille sur le sol et on se préoccupe pas trop de savoir si elle est rangée ou pas Mhm. derrière. Oui. Là, il y a quand même un rangement à avoir. Et donc, je vois que c'est technique. Et je suis beaucoup gêné par le fait que la canne ne soit pas droite. Mhm. Donc, comme il y avait eu le cyclone Bellal avant, la plupart des cannes étaient couchées. Mhm. Et ça donne une difficulté supplémentaire au travail.
parce qu'il faut bien savoir laquelle couper avant quand il y en a une sur l'autre. Ouais. Parce que si on coupe une, par exemple, qui va relâcher l'autre, Mm. il y a une canne qui peut revenir comme catapultée sur la figure, Mm, oui. mm, mm. Donc ça fait perdre aussi beaucoup de temps, Mhm. parce que le fait que la canne soit vraiment emmaillée, il faut vraiment pouvoir séparer pour ne pas, on peut pas couper au milieu. Enfin, c'est pas Mm. qu'on peut pas couper au milieu, c'est qu'on nous demande de ne pas couper au milieu, sinon on récupère un minimum de canne. Mm. Et c'est aussi très peu pratique ensuite pour le chargement. Mm. Mieux vaut que la canne soit coupée déjà dans sa longueur Mm. et que ça soit à peu près toutes les mêmes longueurs. Mm. Donc vraiment cet enchevêtrement de cannes, et je suppose que c'est comme ça la plupart du temps, Mm. ça pénalise beaucoup la vitesse de travail, Mm. ça rend le travail plus technique, il faut bien faire attention, quelle canne on coupe, et il y a vraiment cette concentration à avoir pour être sûr que la canne ne va pas revenir comme un élastique dans la Mm. figure, oui. Et bon, là, quand je me suis lancé, j'ai essayé de garder un bon rythme de travail. Mhm. Donc, comme c'était dur, j'ai essayé de me relancer régulièrement. Euh, Allez, il faut y aller, t'arrêtes pas maintenant. Donc, tu J'attends un petit t'encourageais, peu, encore un petit peu, ensuite je bois mon eau, je fais une petite pause, je reprends, oui. tu t'encourageais dans ta tête Et je à... m'encourageais beaucoup dans ma tête, Ouais. parce que très vite je transpirais beaucoup, j'avais chaud, Mm. euh, je n'avais plus aucun repère de temps. Mm. Et à un moment, je regarde ma montre et je m'aperçois que ça faisait à peine 1 heure que j'étais là. Oui, je me dis, ah non, c'est pas possible. Et, et je vois mon tas de cannes qui n'est pas si haut. Mm. Et je me dis, bon, là, ça doit pas faire 200 kilos. Mm. Allez, il faut repartir, il faut se relancer. Donc, tout au long de la journée, j'ai dû me remotiver. J'ai même pensé à arrêter une à deux fois parce que la fatigue se faisait Mm. sentir, Et pourquoi tu as pas arrêté? euh, par fierté, par ego, parce que je voulais savoir aussi si ça peut me rapporter. Mm. Oui, je me disais, bon, quand même, j'ai eu un grand-père planteur de canne, il a fait ça toute sa vie. Les gens, je voyais autour de moi, les gens, il y en a qui sont très âgés, qui continuent à couper la canne. Mm. C'est dans la tête, il faut Mm. du courage. Bon, d'autres l'ont fait avant moi, les ancêtres l'ont fait avant moi. Mm. Je dis, bon, il va falloir y aller, te laisse pas abattre. Oui, donc j'ai dû me relancer comme ça plein de fois dans la journée et garder le bon rythme, Mm. mais quand même penser à m'arrêter pour boire de l'eau. Euh, Physiquement, j'étais vraiment épuisé et surtout, j'avais une douleur dans le genou. Mm. Oui. Et donc, comme je l'avais dit plus tôt, j'ai été opéré du Mhm. genou il y a 10 ans. C'est une opération qui s'était très mal passée avec une très longue rééducation derrière. Et j'ai toujours fait attention après cette opération à ne pas dépasser les limites Mm. pour ne pas me retrouver dans une salle d'opération à Mm. nouveau. Et là, je sentais que ça tirait. Mm. Je, je sentais... C'était lié à la position dans laquelle tu étais? Oui. Donc, c'est très difficile de rester accroupi Mhm. parce qu'après avoir coupé le bas, il faut quand même couper la tête. Mhm. Donc, ça oblige à descendre et à remonter par la suite. Mhm. Donc, un effort musculaire supplémentaire. Et je, je gardais quand même les genoux fléchis Mm. pour ne pas avoir trop de tension dessus. Mais quand même, oui, je comprends que les coupeurs de canne, au bout de quelques années, ont des maux de dos. Mm. Oui. C'est parce que c'est éprouvant au niveau du dos.
comme je dis, pour moi, c'était éprouvant au niveau des genoux Mhm. et du genou déjà blessé auparavant. Donc, je suis quand même arrivé dans mes limites, disons, à 13h30. Mhm. Mais à 13h30, je me suis arrêté. Je me suis dit, si je vais plus loin, je vais me blesser. Mhm. Oui. Et mieux vaut arrêter avant que au moment de la blessure. Mhm. Et c'est ce qui m'a arrêté Mhm. vers 13h30. Bon, je me suis dit, bon, je crois que ça a été une bonne journée. J'ai bien travaillé. Mhm. J'avais fait une petite pause vers midi, mangé un petit peu. Mais à 13h30, j'ai calé. Et je me retrouve devant un tas que j'estime assez important. Mhm. Et là, je préviens le planteur, je dis, bon, j'ai fini ma journée, là, je suis cramé, je peux pas aller plus loin. Mhm. Est-ce que vous pensez que j'ai bien travaillé? Il voit mon tas, il me dit, ah non, c'est super, j'ai rarement vu un débutant faire Mhm. autant. C'est vraiment la première fois que tu le fais, je Mhm. suis fier de toi, tu peux être fier de Mhm. toi. C'est vraiment pour une première fois, c'est beaucoup. Il se dit, mais il y a des anciens coupeurs qui ne font pas ça. J'ai dit, ah, mais ils Mhm. ont des gros tas. Il dit, oui, mais ils sont à plusieurs sur le carreau. Ils se mettent à plusieurs pour vite finir les 10 tonnes. Et comme ça, ils sont payés, ils se partagent entre eux après. Et je lui demande, mais combien de tonnes vous pensez que j'ai réalisé à vue Mhm. d'œil comme ça? Mhm. Et dans ma tête, il y a 5 tonnes. Mhm. Et il me dit, oh, à tout casser, il y a 2 tonnes 5. Ah oui. 3 tonnes grand maximum. Mais il dit Mhm. vraiment, c'est plus de tonnes 5 que 3 tonnes. Mhm. Et là, je dis, mais il n'y a même pas pour 45 euros là-dedans, Mhm. avec cette journée super dure, physiquement très dure, mentalement très dure, parce Mhm. qu'il faut pouvoir tenir, oui. Là, je réalise que c'est pas forcément le bon coup financièrement. Et je lui dis, vous êtes sûr? Il dit, mais regarde la remorque, elle fait 10 tonnes. Mhm. Et estime ta Mhm. production par rapport à la remorque. Mhm. Et là, je vois très bien que Mhm. c'est bien ce qu'il dit. Il doit y avoir Mhm. pour 2 tonnes 5 grand maximum. Oui. Mhm. Et pourtant, je n'avais pas arrêté. J'avais l'impression d'avoir un super rythme. Oui. Et je me dis, mais comment il faut faire pour pouvoir faire plus? Oui. Et là, je réalise que, et surtout, je suis fatigué. Je suis Mhm. fatigué, une grosse fatigue physique. Mhm. Mentalement, tu es battu, la canne t'a vaincu. Oui, tu peux pas aller plus loin. Mhm. Oui. Je me dis, bah, pour moi, c'est pas possible. Mhm. Je peux pas faire ce métier, en tout cas pour ramener des sous à la maison. Mhm. Et c'est impossible. Après, ramener des petits sous, oui, mais pas de quoi vivre, Mhm. pas de quoi faire vivre à la famille, en tout cas. Mhm. Donc là, tout de suite, je m'adresse à la personne, hein. Je lui dis, écoutez, je suis vraiment désolé, j'ai fait de mon mieux, mais je crois que là, c'est mon maximum. Mhm. C'est-à-dire, si j'avais pu faire plus, je serais revenu. Mhm. Mais là, à ce rythme-là, et pas arriver à plus que ça, c'est pas suffisamment rentable. Et il dit, ah, Mhm. je te comprends, ne t'en fais pas, une fois que j'ai déposé les cannes à l'usine, je te rappelle, je te paye Mhm. la part que tu as faite, Mhm. il n'y a pas de problème. Mhm. Mais en tout cas, si tu veux revenir, je te laisse ton carreau. Mhm. Je suis vraiment content de ton travail. Oui. Mhm. Je dis, bon, c'est déjà ça de gagner. que j'ai pu faire un travail qui est estimé correct par un planteur. Mhm. J'ai coupé de la canne à la Réunion, ça y est, j'ai expérimenté ça, mais je le referai pas demain. Oui. Mhm. Là, dans ma tête, c'est vraiment sûr, je refais pas ça demain. Mhm. Oui, oui. Euh, c'est plus rentable pour moi d'aller récolter des courgettes ou des chouchous à Salazie, oui, Mhm. que de faire de la canne. Et en tout Mhm. cas, physiquement, c'est beaucoup moins éprouvant. Mhm. Ça, c'est sûr.
Et les autres coupeurs, comment pourquoi tu penses qu'ils continuaient, eux, à faire ce métier? Donc je pense qu'ils le font pas par obligation par rapport à l'argent. Je pense que le côté tradition est plus motivant que le reste. Mhm, Le fait que leurs ancêtres, leurs parents ont fait ce métier, il y a une part d'honneur à le faire, mhm, il y a une part culturelle, un attachement à la tradition, et je pense que c'est ce qui motive avant tout le coupeur de canne. mhm, Donc c'est un vrai défi pour soi-même, un dépassement de soi à chaque fois qu'on va au champ de canne, je pense. mhm, Et ils le pratiquent comme une tradition, comme on pratique une foi, une religion. Je veux mhm, dire, pour eux, aller couper la canne, ça fait partie de leur vie. Je pense que c'est la première chose qui les motive. mhm, Parce que si ce n'était que de l'argent, je pense qu'il y aurait beaucoup de moins de monde dans les champs de canne. mhm, C'est vrai qu'on n'a pas non plus trop le choix. Trouver un travail, gagner de l'argent, mais vu ce que ça rapporte et les conditions physiques et mentales qu'il y a dans ce travail, je pense que la motivation, elle tient plus de l'aspect culturel. mhm. Oui. Et c'est pour ça aussi qu'il y a plutôt des personnes âgées qui coupent la canne. Il n'y avait pas de jeunes, tu me disais? Oui, je pense que c'est aussi pour ça. Parce que je pense qu'il est difficile de maintenir un jeune une journée à ce rythme, à ce niveau de souffrance quelque part, hein, Mhm, dans le champ, et lui dire qu'il faut revenir demain et mhm, après-demain, et la campagne, elle dure plusieurs mois. mhm. Oui, Et c'était quoi la moyenne d'âge je... là des coupeurs que tu as vus? Alors, la plupart, si c'est pas la stricte majorité de ceux que j'ai vus, ils avaient plus de 40 ans déjà. Mhm, Oui. Après, ceux qui étaient dans les travaux, comme ceux qui conduisaient le tracteur pour charger les cannes, là, mhm, il y avait des jeunes. mhm, Mais ceux qui étaient vraiment dans la partie coupe de cannes, mhm. c'était plus de 40 ans. D'accord. Et avec des personnes de plus de 60 ans aussi, Mhm, qui étaient là. Et quand je les ai vus sur le champ, je me suis dit, bon, 56 ans, je suis pas le plus vieux. Et la plupart étaient en bonne forme physique et athlétique. mhm, Et je me disais, oulala, le métier conserve bien. mhm, Mais je pense que ce sont des gens très costauds, ils l'ont fait pendant de longues années. mhm, Et par contre, j'imagine qu'ils ont des séquelles, mhm, des traumatismes au niveau du dos, mhm, au niveau des mains. mhm, Oui. Ça, j'imagine bien. En tout cas, ce qui se remarque aussi, surtout chez les personnes les plus claires, c'est qu'on voit qu'elles ont les peaux bien grillées par le soleil, mhm, et je veux dire, avec des rides bien mhm, marquées. Oui, c'est... Oui, ce sont des personnes qui, je pense, sont encore attachées à la mhm, tradition. Ils l'ont fait, leurs parents l'ont fait, et ils aimeraient que ça mhm. continue. Ouais. Et toi-même, tu as perdu un ongle dans la bataille? Oui, et en fait, je suis allé avec les sabres que j'avais. Mhm, Et donc j'avais amené trois sabres, trois différents sabres, et un avec lequel j'étais le plus habitué pour le désherbage, qui était bien affûté. Et en fait, le manche, je me suis aperçu en coupant la canne qu'il était trop petit pour moi, mhm, parce que mon pouce comprimait mon index, mhm, et j'ai senti à un moment une douleur sur le pouce. Et au moment où j'ai senti la douleur, je me suis dit, tiens, il faut que je change de sabre, je vais prendre l'autre qui a un manche un peu plus grand. mhm, Et effectivement, ben, même si j'ai changé de sabre au moment où j'ai senti un peu de douleur, mhm, ben, par la suite, mon ongle est devenu tout bleu. mhm, Et là, on est au mois de novembre. mhm, Et j'ai encore des traces de l'ongle qui s'était abîmé en mhm. juillet. Oui, D'accord. oui, Et ça en même pas une journée, quoi. oui, oui. Mhm.
Donc, oui, mieux vaut aller en sachant qu'on a du bon matériel, qu'on a un Mmh. bon sabre. Euh, Comme je dis, j'avais déjà utilisé ce sabre sans aucun problème, et au Mmh. contraire, j'avais l'impression qu'il m'allait bien. Mmh. Mais pour ce travail-là, oui, c'était beaucoup plus pointu, disons, donc il Mmh. fallait vraiment avoir le manche à la bonne taille. Mmh. Donc là, je saurai pour la prochaine fois. S'il y a Et une prochaine c'est fois. s'il y a une prochaine fois. Et est-ce que tu as vu des femmes, dans les champs? Alors ce jour-là, j'en ai pas vu. Mmh. Je sais que certaines plantations, je veux dire, ont régulièrement des femmes pour couper la canne, mais ce jour-là, j'en ai pas vu. Mmh. Et donc, il y avait quand même beaucoup de coupeurs. Je dirais dans la zone que j'ai traversée, peut-être 70 coupeurs. Ah, Oui, d'accord. Mmh. oui. Mais ce jour-là, je n'ai vu aucune femme. Mmh. Et tu disais que la parcelle où tu étais était plutôt plate. Et d'après toi, pourquoi le planteur n'a pas utilisé de machine? Et il s'est plutôt adressé à des hommes? De ce que j'ai compris, il n'y a pas suffisamment de machines. Mmh. Du coup, on loue la machine et le coût, il est assez élevé. Mmh. Oui. Donc lui, il avait un terrain plat où effectivement le tracteur et la coupeuse auraient pu passer. Mais la coupeuse, le jour où j'étais là, en tout cas, n'était pas disponible. Mmh. Il disait, ah, tiens, dans tant de jours, il y a quelqu'un qui va passer là. Il a réservé longtemps à l'avance. Mmh. Il sait que ça coûte cher, mais que ça va vite. Mmh. Donc, il n'y a pas autant de coupeuses disponibles que ça, même si le terrain était plat. Mmh. Et c'est vrai que certains ne peuvent pas employer de coupeuses comme on les a à La Réunion parce que le terrain est Mmh. accidenté, il y a encore des grosses pierres Mmh. sur la parcelle. Mais là, c'était vraiment le cas. Ils ont besoin d'aller assez vite, mais la coupeuse n'est pas disponible. Mmh. Et quelque part, il y a aussi quand même le souci d'employer des personnes. Mmh. Oui. Donc, je pense que ce planteur, c'était une personne âgée, je pense plus de 70 ans, Mmh. qui avait lui-même coupé la canne. Mmh. Il connaît la dureté du Mmh. métier, il connaît la réalité du métier aussi. C'est Mmh. pas un travail très payé, mais on le fait par tradition. Lui-même, je pense, continue à planter uniquement de la canne sur sa parcelle par Mmh. tradition. Oui. Donc, oui, il y a pas tant de coupeuses que ça de disponibles et il y a le coût et il y a aussi le côté traditionnel, même Mmh. pour le planteur. Mmh. Employer des gens qui vont rapporter un petit salaire chez eux à la maison. Mmh. Voilà, je pense que c'était vraiment ça, c'est une priorité pour lui de continuer à employer de la main-d'œuvre. Oui. D'accord. Et maintenant que tu as fait cette expérience, qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors aujourd'hui, j'ai changé encore une fois de domaine. j'ai- j'ai- J'entame une reconversion professionnelle encore Mmh. une fois, un peu par hasard, parce que j'ai répondu à une annonce pour être ouvrier agricole polyvalent, Mmh. ce qui correspond au métier que j'exerce depuis quelque temps. Mais en me renseignant un peu plus, en fait, le métier qu'il propose exactement, ça s'appelle homme de pied. Mmh. Donc, un homme de pied, c'est une personne qui assiste les lagueurs. Mmh. Donc, les lagueurs est légalement tenu d'être accompagné d'une personne qui détient ce qu'on appelle un GSA, c'est être grimpeur sauveteur arboricole. Mmh. Donc, en général, c'est soit un élagueur, soit cette personne qu'on appelle homme de pied. Mmh. Et donc, c'est la personne qui se trouve en bas de l'arbre, qui assiste les lagueurs, qui l'aide à orienter les branches depuis le sol. C'est aussi la personne qui va le sauver en cas de Mmh. souci. Si les lagueurs a un accident, Mmh. il faut qu'il ait une personne
disponible au pied de l'arbre pour venir le secourir, Mm. pour venir le descendre en toute sécurité, pour le poser au sol. Donc, j'apprends que c'est le métier qu'on propose à condition que je suive une formation. Mhm. Donc, j'ai accepté. Au début, j'étais un peu sceptique en me disant, mais en fait, je suis ouvrier agricole, mais pas élagueur. En tout cas, je Mm. monte pas dans l'arbre. Je dis, non, 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 c'est pas du tout élagueur pour l'instant. Mm. Donc, j'ai tenté le coup. Je me suis fait accepter dans cette formation. J'ai été accepté. Et donc, ça a duré près d'un mois, un peu moins d'un mois. Mhm. Et voilà, donc j'ai réussi la formation et j'ai été embauché en tant qu'homme de pied. Donc c'est mon métier actuel que Mhm. je découvre, que je continue à peaufiner parce que il faut vraiment de l'entraînement pour pouvoir sauver un élagueur en haut Mm. d'un arbre. Mm. Et je suis dans une bonne équipe où mon chef d'équipe, qui est l'élagueur, Mm. me donne l'occasion de grimper et faire mes exercices dans Mm. l'arbre régulièrement pour que je puisse le sauver le jour où il y a un Mm. pépin. Oui. Mm. Donc ça se passe très bien Mm. et le métier me plaît bien. Et donc je me suis dit pourquoi pas continuer sur cette voie et Mm. peut-être même dans la lancer, poursuivre sur une formation en tant qu'élagueur. Mm. Oui. C'est passionnant hein, d'être à l'air libre, Mm. d'être dans les arbres, d'être dans la nature, découvrir plein de sites. Mm. On peut être chez des particuliers, on peut être sur des espaces verts, on peut être en forêt. Donc en tout cas, c'est un métier que je découvre et qui me semble très Mm. passionnant à prime abord. Et je pense que je vais poursuivre un petit bout de chemin là-dessus. Et comme le podcast s'appelle Décalé, est-ce que Oui, tu penses que le métier de coupeur de canne, il est décalé? oui, décalé par rapport aux réalités locales. Mhm. C'est pas avec la coupe de canne que tu nourris ta famille, ne serait-ce que pendant la saison de canne. Mhm. Le coût de la vie est quand même très élevé à La Réunion et Mhm. à 45 euros la journée, la moyenne pour un bon coupeur persévérant, je pense que c'est très difficile. Mhm. Et pour beaucoup de fatigue surtout. Donc c'est un microcosme, disons, Mhm. rattaché aux Mhm. traditions, rattaché au travail de leurs ancêtres. Je pense que même par obligation, il y a des métiers qui payent un peu plus Mhm. que la canne, surtout que c'est saisonnier, donc c'est même pas toute l'année. Mhm. C'est beaucoup de fatigue. Tout le monde le sait aujourd'hui, un coupeur de canne, il va forcément se faire mal Mhm. quelque part ou un jour. Mais ils le font. Mhm. Ils le font. C'est, c'est un métier qui est vraiment dur. Même en étant préparé, je pense que c'est vraiment très éprouvant. Mhm. Oui. Et du coup, toi-même, tu as eu un parcours assez atypique. Tu es passé des ressources humaines, tu as changé de nombreuses fois d'orientation jusqu'à passer par le métier agricole et devenir homme de pied. Est-ce que tu penses que ton parcours à toi, il est décalé? Oui, je pense que les personnes voient la réussite professionnelle comme le fait de grimper des échelons dans un même métier. Mhm. Ce n'est pas forcément mon point de vue, Mhm. parce que les métiers administratifs m'ont lassé Mhm. et continuer à grimper des échelons dans un métier qui te lasse, pour moi, ça fait pas partie d'une réussite. Mhm. Oui. Qu'à un moment, il faut savoir se remettre en question, savoir partir sur autre chose. Il n'y a pas de saut métier, comme on dit, Mhm. et savoir aussi où prioriser, parce que si on choisit un métier qui te rapporte plus d'argent
mais qui te nuit la santé, qui mentalement ne t'apporte aucune satisfaction, ne Mm. t'apporte plus de bien-être, je pense que sur toute une carrière, ça paraît compliqué. Mm. Oui. Euh, Après, moi, j'ai été décalé, je dirais, malgré moi aussi. Mhm. Si j'avais trouvé un travail dans mon domaine, j'aurais peut-être persévéré et je me serais accroché, mais je sais que ça m'aurait fait beaucoup de mal Mm. parce que ça me plaisait plus à un Mhm. moment, c'était très difficile. Rester assis, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire Mhm. sur le long terme, et partir avec quelque chose que tu n'as pas envie de faire, Mm. c'est compliqué. Mm. On se dit on a des obligations, mais après, comment remplir ces obligations avec un mental qui devient défaillant et Mm. Mm. qui dépérit, oui. Mm. Donc, un peu malgré moi, comme je dis, j'ai choisi une voie et j'ai suivi une voie un peu à l'inverse de ce que beaucoup de gens prétendent être une réussite Mhm. professionnelle. Mm. Mais quelque part, pour moi, déjà trouver à La Réunion un métier qui te plaît, c'est une réussite professionnelle. Mm. Mm. Oui. Ouais. Et comme ça me plaît, bah, je vais essayer de m'accrocher. Je veux dire, Mm. quand un métier te plaît, tu es bien de le garder, Mhm. mais quand un métier te plaît pas, si tu peux changer, moi je dis, en tout cas pour moi, dans mon expérience, Mm. j'ai préféré changer. Oui, Mm. Donc, t'as préféré ton bien-être au confort matériel. oui, oui. Mm. J'ai pris des risques. J'ai engagé ma famille dans ces risques-là, mais bon, en concertation avec mon épouse, avec les enfants, Mm. sachant que quand on m'a proposé le métier d'homme de pied, Mhm. en même temps, on m'avait proposé un métier en tant que responsable RH. Ah oui, ça Oui, revient. oui, oui, oui. Mm. Et aussi une personne qui était pressée, Mm. il avait besoin d'un responsable ressources humaines, Mm. il avait besoin de quelqu'un, il a vu que j'avais les compétences. Mm. Euh, j'ai dû faire un choix. Mhm. J'étais déjà lancé dans la formation quand cette personne Ouais. m'a contacté. Je dis, ben, aujourd'hui, j'ai une formation avec une promesse d'embauche, et là, Mhm. j'ai une promesse d'embauche Mm. qui peut aboutir. Mais comme je sais que je n'ai plus trop envie de poursuivre dans cette voie, Mm. que c'est un métier où la pénibilité, pour moi, à mon goût, est vraiment élevée, Mhm. je me suis dit, bon, est-ce qu'on poursuit? Est-ce que je fais le choix de basculer? J'ai choisi de basculer. Mm. Et là, je suis content de mon choix. Mm. Parce que je sais qu'aujourd'hui, j'aurais été beaucoup plus stressé que je le suis, Mm. avec une gestion de mon bien-être vraiment différente Mm. que celle que j'ai aujourd'hui. Mm. Ben, merci pour ce témoignage. Et bah, je te souhaite une bonne continuation dans cette voie, puisque tu t'y sens bien. Ah Et ben, merci. Oui, oui. Ben, je croise les doigts, je touche du bois, je mhm. touche du rouge. J'espère que je vais pouvoir continuer dans cette voie, qu'on- que les personnes autour de moi auront la patience de continuer à me former. Mhm. Parce que comme tout métier, je veux dire, ça ne s'apprend pas en une journée. Il faut de l'expérience, accumuler de Mm. l'expérience. Et c'est ce que je souhaite aujourd'hui en tout cas. Mm. Merci Zaza. Merci à toi.